Alors, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous allez bien vouloir vous présenter à tous ceux qui ne vous connaissent pas. Je m'appelle François Iboudi, je suis le ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo. Alors, enchanté. On aimerait savoir, vous venez du Congo, le Congo a connu sur le plan santé 7 épisodes liés à Ebola. On aimerait savoir comment est-ce que le Congo s'est battu contre tous ces épisodes pour s'en sortir. De manière prompte et pragmatique, des mesures ont été prises et ça s'est produit dans un département. Chaque fois que le département était mis en quarantaine et des équipes de santé ont été mobilisées, des équipes préparées pour la riposte ont été envoyées sur le terrain et la population a été suffisamment encadrée pour éviter les affolements et amener aussi les populations à comprendre la nécessité de mettre en pratique les prescriptions, les informations, les conseils qui leur étaient donnés par les autorités sanitaires du pays. Alors, si les résultats ont été quand même efficaces et positifs, nous avons vu la flambée de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, qui est partie de la Guinée. Comment est-ce que cela se fait que le Congo n'a pas mis au service de ces pays-là les stratégies que le Congo a eu à utiliser en son temps pour contenir le mal? Le Congo a en ce moment 3 médecins en Guinée-Conakry. Les médecins ont été envoyés dès les premières heures de la déclaration sur l'épidémie en Guinée équatoriale. Et en plus des 3 médecins, il y a 2 agents humanitaires. Il y a une certaine expérience qui existe, mais le Congo n'a pas beaucoup de médecins. Il est en train de les former en ce moment en grande quantité, mais en tout cas, pour ceux qui sont sur le terrain, ils ont acquis une expérience et nous avons envoyé donc un échantillon. On ne peut pas envoyer plus parce que nous n'avons pas plus de moyens que ça. Vous voyez, c'est l'occasion ici de saluer l'initiative du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à propos de la création du Fonds africain pour les urgences de santé publique. Et c'est justement grâce à ce fonds que nos médecins ont été envoyés en Guinée-Conakry. Alors, vous pensez que ce fonds peut pallier aux futurs problèmes de santé, par exemple les épidémies qui viennent? Parce qu'on n'a pas eu comme impression qu'il y avait ce fonds tout de suite, puisque l'épidémie a fait comme surpris tout le monde et a pris de l'ampleur très rapidement. Et on a connu beaucoup de cas de décès avant que les stratégies aient été mises en branle pour contrôler cette maladie. Mais le fonds n'a pas été créé spécialement pour l'épidémie actuelle d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a montré toute l'importance du Fonds africain pour les urgences de santé publique. Mais il faut avouer que les premières actions menées par l'OMS Afrique l'ont été possible que grâce au fonds qui était disponible. Il est question effectivement de ce fonds, de la nécessité pour les pays africains de faire l'effort nécessaire et de payer leur contribution pour que ce fonds soit réellement opérationnel et que nous puissions faire face à d'autres éventualités. Parce que, et d'ailleurs, la situation d'Ebola en Afrique de l'Ouest n'est pas terminée. Ce fonds pourra contribuer à éliminer l'épidémie actuelle en Afrique de l'Ouest,
et faire face à d'autres éventualités. Et l'épidémie à virus Marburg? Mais c'est pareil, quand vous parlez d'épidémie, il s'agit d'épidémie. Ici, il s'agit de prendre toutes les précautions. La seule difficulté, lorsque on ne sait pas exactement comment faire, s'il y a ni médicaments, ni vaccins, etc., la seule parade dont on dispose en ce moment, c'est l'information, c'est l'éducation de la population. Peu importe, effectivement, le virus. Ce sont les dispositions à prendre, parce que nous sommes là dans le cadre de la prévention. La seule façon de rendre évitable, n'est-ce pas, une maladie, ben c'est en amont de mettre les moyens nécessaires pour communiquer, informer, éduquer la population, faire que les populations se prennent en charge face aux dangers qui les menacent. Ce qui veut dire que le Congo doit être dans un état de veille permanente, puisque nous savons que le Congo dispose de grandes forêts et nous savons que la transmission de ce genre de maladie se fait d'animaux aux hommes. Et nous savons la proximité qu'il y a également. Alors, comment est-ce que vous faites cette veille-là? Disposition au niveau de toutes les villes côtières sur le fleuve Congo et qui nous sépare avec la République démocratique du Congo. Jusqu'ici, la population a été très bien sensibilisée. Je crois que les gens ont pris conscience et ça se passe très bien, mais nous devons être encore plus vigilants parce que il y a une grande perméabilité des frontières. Ça se passe chez nous, c'est un peu dans tous les pays africains. Mais aussi, nous pensons que de l'autre côté de la RDC, ils ont aussi acquis une certaine expérience de lutte contre ce fléau et la situation paraît sous contrôle actuellement. Que ce soit en zone forestière... Je veux parler de la consommation des viandes de brousse, oui, surtout. Mais je vous dis que ce soit en zone forestière ou que ce soit dans la savane, etc., les précautions sont les mêmes. Bien sûr que l'attention est plus grande en zone forestière pour des populations qui consomment abondamment, sinon de tout temps, la viande de chasse. Parce que c'est une maladie, n'est-ce pas, des animaux qui est transmissible, n'est-ce pas, aux êtres humains à travers justement le contact avec des animaux porteurs, à travers la consommation de ces animaux. Naturellement, la campagne, elle est menée pour attirer l'attention des populations sur cette menace et sur la nécessité d'éviter de consommer la viande, n'est-ce pas, de ce type. C'est difficile, mais cela appelle des moyens d'accompagnement. Parce que des gens qui n'ont que ça, qui vivent que de la viande de chasse, il s'agit, dans ce contexte-là, de prendre des mesures. C'est ce que nous sommes en train de faire, conjointement avec le ministère du Commerce. Un arrêté est préparé et qui interdit la consommation de cette viande, en même temps que le ministère du Commerce doit garantir l'approvisionnement de ces zones en aliments, même en viande, mais des viandes saines, ça peut être des produits d'élevage, etc., pour ne pas que, effectivement, on crée un autre fléau, parce que la faim aussi, c'est un fléau. Ça peut décimer les populations au même titre qu'un virus. Absolument. Et pour finir, dites-nous, les défis d'assainissement avec les inondations que vous avez eues après les pluies diluviennes à Clé. Mais vous le savez, nous sommes là toujours dans le cadre de la prévention. Vous savez que l'espace de la santé est très très vaste, mais l'espace de la santé n'est pas toujours géré par le ministère de la Santé. Et ici, il s'agit de créer les conditions, de mettre en cohérence tous ceux qui interviennent
dans le secteur de la santé avec le système, avec le programme du ministère de la Santé. Et donc, au lieu de médicaments, il s'agit en amont de créer les conditions en termes d'assainissement, donc en termes de salubrité, en termes d'hygiène, pour éviter effectivement les maladies. Mais c'est un gros budget, mais en tout cas, mais il vaut la peine parce que justement, la prévention, en quelque sorte, c'est la médecine sans médicaments. Mais ce n'est pas la médecine sans argent. Ça demande aussi de l'argent, bien entendu, mais ça fait économiser de l'argent à l'État. Alors, les grands défis du Congo en termes de santé, pour finir. Les grands défis En tant que ministre de la Santé, c'est quoi les grands défis aujourd'hui? Mais le plus grand défi pour nous aujourd'hui consiste effectivement à mettre au premier plan c'est la médecine préventive, hein, au-dessus de tout. Il s'agit de vaincre, si vous voulez, diminuer la mortalité, la morbidité, d'abord avec la prévention. Et nous pensons que c'est possible mettre l'accent sur la lutte antivectorielle. Je prends le cas de la lutte contre le paludisme. Et aujourd'hui, la première cause de mortalité infantile au Congo, c'est le paludisme. Mais la meilleure façon de réduire la mortalité infantile, dans ce cas de figure, consiste à éliminer le vecteur qui est à l'origine du paludisme. Même la gratuité, c'est un palliatif. Ça permet certainement que le programme antivectoriel se développe, s'enracine, ça soulage la population, mais ça n'élimine pas le fléau parce que le moustique sera toujours là pour piquer et pour transmettre la maladie. Donc pour nous, le grand pari, c'est la médecine préventive qui doit prendre le dessus. Et la médecine curative, bien entendu, elle doit être aussi bien organisée parce que si les gens sont déjà malades, il faut les prendre en charge, et il faut leur redonner la santé qui est perdue. Merci à vous, Monsieur le ministre de la Santé de la Population de la République du Congo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie.